L'invité de la grande interview, c'est Hervé Morin. Bonjour. Bonjour. Président de la région Normandie, président de Région de France, président Les Centristes là pour le CV. Avant de venir en détail sur l'usine Lubrizol, un mois après justement, pour faire le bilan, qu'est-ce qui a été mis en place, etc., les conséquences, je voudrais vous faire réagir sur la croissance française. On a eu une première estimation ce matin de l'INSEE pour le 3e trimestre, une croissance française qui poursuit au même rythme sur une bonne lancée, dirons-nous, sur un rythme de croisière, plus 0,3%, porté légèrement par la consommation des ménages. Est-ce à dire qu'il y a un effet mesure pouvoir d'achat post-gilet jaune? Oui, on a payé une partie du pouvoir d'achat de nos compatriotes par la dette, puisque derrière tout ça, il y a tout de même un schéma qui est assez simple. Le déficit structurel de la France ne se réduit pas. Il y a un potentiel de croissance du pays qui reste faible, puisqu'il est encore estimé par les économistes à 1,2%. Oui. Je vous rappelle qu'en 2017, quand le gouvernement est arrivé, le chef de l'État nous a expliqué que nous irions vers un potentiel de croissance de 2,5%. En vérité, il n'a absolument pas bougé. Et qu'au bout du compte, on est dans un schéma où la France est le pays où les déficits sont les plus élevés d'Europe, le pays où l'endettement reste chaque année un peu plus important, et un pays qui n'investit plus, puisque quand vous enlevez les dépenses militaires et vous avez un niveau d'investissement public au moins de l'État qui reste faible, l'essentiel de l'investissement étant d'ailleurs porté par les collectivités territoriales. Et donc les chiffres sont plutôt pas mauvais, mais ils reposent tout de même sur une démarche qui reste très keynésienne, c'est-à-dire d'une relance de la consommation par la dette. Oui, on n'est pas sûr que ça puisse perdurer, mais est-ce que... Dans un contexte mondial où à peu près toutes les grandes économies sont... C'est ça, je voulais en venir à ça. Est-ce qu'on ne peut pas justement dire quand même que ça permet de maintenir une croissance à peu près convenable dans un contexte où il y a un net ralentissement sur la zone euro et plus largement? On peut le voir ainsi. On peut voir aussi un pays qui, en 3 ans, n'a pas baissé d'1 milliard ou presque son déficit structurel. Quand la plupart des pays sont en excédent primaire, la France fait partie des exceptions, c'est-à-dire continuer à vivre au-dessus de ses moyens. C'est bien cela que cela veut dire. Donc finalement, on compare toujours avec le modèle allemand. Il n'y a pas que l'Allemagne. Là, par exemple, sur le fait qu'il y ait une croissance qui soit atone en Allemagne sur le 3e trimestre, mais on a choisi d'agir sur un déficit, d'avoir des excédents budgétaires, alors qu'on a pris un autre chemin du côté de la France, on perd cet équilibre. L'Allemagne a une capacité de réaction ou d'action beaucoup plus forte que nous, compte tenu des excédents budgétaires qui, depuis des années, s'accumulent. Je vous rappelle que les collectivités territoriales sont les seules, que ça en général personne ne le sait, à contribuer positivement à la réduction du déficit, puisque nous avons un excédent primaire. Bon, on y reviendra dans tous les cas. Sur les collectivités. Non, mais c'est bien de le préciser, on reviendra précisément. Je crois que c'est 3 ou 4 milliards de mémoire. C'est pas anodin dans ce contexte où, par exemple, il y a eu encore des baisses sur l'impôt de l'ordre de 9 milliards. Donc, quand on met ça en comparaison et en perspective... Le Parlement vient de voter le financement de la loi de financement de la sécurité sociale. L'année dernière, le gouvernement avait annoncé le retour à l'équilibre. Nous avons toujours un déficit de la sécurité sociale autour de 5 milliards, c'est-à-dire comme l'année d'avant. Et on nous explique que l'année prochaine, on sera enfin à l'équilibre. Mais c'est une histoire qu'on raconte à peu près chaque année. J'allais dire, c'est pas propre à ce gouvernement d'ailleurs. Non, c'est quelque chose de cyclique, dirons-nous désormais. On va rester dans ce contexte par rapport à la consommation des ménages, un effet post-gilet jaune, évidemment. Il y a eu des mesures politiques plutôt que budgétaires, précisément. Je voulais voir avec vous cette réaction des cadres. Les cadres qui s'interrogent sur leur soutien désormais à Emmanuel Macron, et c'est le pendant de cette politique menée, avec la question, est-ce que ce n'est pas les grands perdants de la politique économique d'Emmanuel Macron, perdants des réformes? Il y a eu un sondage via Voice de la branche cadre de la CGT. Eh bien, 54% des cadres interrogés estiment que la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur ne leur permettra pas de maintenir leurs droits en la matière. Et attention aussi à la réforme des retraites. 73% des cadres interrogés ont une opinion négative de la réforme des retraites. De quoi s'inquiéter s'il y a une érosion du cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron?
Écoutez, au-delà des cadres, prenons la question du régime d'assurance chômage. Prenons une région dans laquelle à peu près tous les secteurs de l'économie sont en tension, avec une capacité de croissance qui est freinée, une capacité de faire du chiffre d'affaires qui est freinée par l'incapacité de pouvoir trouver la main-d'œuvre et la qualification. Alors on met en place d'immenses plans de formation. Un gros problème de recrutement. Alors, il y a différents sujets. Si on prend un chômage, il y a une partie chômage frictionnel, classique, bien. Après, on a ce qui est un vrai enjeu, c'est-à-dire un chômage de masse structurel de personnes éloignées de l'emploi depuis longtemps et sur lesquelles il y a un énorme travail, qui est le travail que nous avons engagé notamment dans le cadre... revenir sur le marché de l'emploi. Programme que nous avons engagé à travers l'accord que les régions ont signé avec l'État, ce qu'on appelle les plans régionaux d'investissement dans les compétences. Et puis, troisième élément, il faut se le dire, il y a aussi il y a très clairement une partie de nos compatriotes qui jouent du système. Et je dois dire que je faisais partie de ceux qui demandaient au gouvernement de durcir les conditions. Quand nous ouvrons des formations avec des demandeurs d'emploi, avec des contrats de travail au bout, et que malheureusement nous découvrons 5 mois, 6 mois, 7 mois plus tard que 20-25% de ces personnes que nous avons formées avec un travail et qui au bout du compte reviennent à Pôle emploi, on peut tout de même un jour se poser des questions. Et il y a quand même un certain nombre de nos compatriotes qui jouent de l'opportunité que représente un régime d'assurance chômage qui est largement On n'est pas dans un phénomène à la marge ? Oui, ça c'est ce qu'on nous raconte toujours. Moi ce que je vois, c'est que quand sur des formations de chauffeurs poids lourds, on a des taux de chute de 20-30%, alors qu'il y a des contrats de travail, lorsqu'on constate que toute une série de formations, on n'arrive pas à les ouvrir, aussi parce que, il faut le reconnaître, il y a un problème d'attractivité d'un certain nombre de métiers, de rémunération d'un certain nombre de métiers. Je pense par exemple à tous les métiers d'aide à la personne. Oui, il y a eu ce débat justement, il faut que ça soit, il y a un enjeu de revalorisation. Voilà. Bon, mais il y a tout de même une partie de nos compatriotes qui jouent avec le système, qui... alors, quel taux c'est toujours compliqué à dire. Mais moi, j'ai le sentiment que même si c'est dur, même si en effet pour les cadres, on peut s'interroger sur le fait qu'on réduise au bout, je crois, de 7 mois dans le nouveau système. Oui, tout à fait. Il y a une dégressivité à partir de plafond. Bon, je reconnais que les mesures paraissent difficiles, notamment pour les cadres. Mais je pense qu'il est bon qu'on rappelle aux Français que travailler, ça fait partie de la construction humaine. On va rester sur ce sujet, mais en poussant justement sur la question de décentralisation. Hein. Ça passe notamment par justement l'emploi. Il y a eu, là aussi, on se demande s'il y a eu un réveil après la crise des Gilets jaunes, après le grand débat, un réveil de l'État envers les régions. Est-ce que ça y est, le climat est apaisé ou il y avait un effet de style ? Que vous dire, on ne peut pas dire que pour l'instant les choses progressent beaucoup. Quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, on a un discours. Oui, il y a une intention, mais... On a eu le congrès des régions de France avec le Premier ministre venant nous disant « Ok, les choses vont progresser, ça ira mieux ». On constate que pour l'instant, on est plus dans la déclaration que dans la réalité des choses. On nous annonce une 3e loi de décentralisation. Oui. Nous verrons, mais franchement, pour l'instant, on a le sentiment qu'on n'est pas allé beaucoup au-delà de la déclaration. Et je rappelle que dans le mouvement des Gilets jaunes que vous évoquiez, nous, on l'avait en quelque sorte pressenti. Anticipé. Quand nous disions, il y a un an, un peu plus d'un an, en septembre de l'année dernière, il y a un problème de démocratie dans notre pays, avec un système totalement centralisé, le sentiment qu'une partie de nos compatriotes ne sont pas reconnus, vertical, etc. Nous l'avons dit lors du Congrès des régions de France en septembre 2018 à Marseille. Et au début du mouvement des Gilets jaunes, on voyait bien qu'une des grandes demandes, c'était une demande de participation, de construction d'une démocratie avec plus de proximité et moins de verticalité. Et la décentralisation, c'est notamment de dire aux Français, prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir parce que les élus sont à portée de baffe. Prenez le pouvoir parce que vous avez participé à la construction. Quand je construis ma politique en faveur de l'apprentissage, je la construis avec les acteurs de la formation. Quand je construis ma politique en faveur de l'exportation des PME, je la construis avec les chefs d'entreprise de la région. Et donc il y a
derrière la question de la décentralisation, pas une question de dire qui exerce un pouvoir, c'est, comment l'exerce-t-on efficacement? Et j'observe que tous les pays qui marchent bien en Europe sont des pays très décentralisés. Il faut un le choc niveau de de dépense décentralisation publique locale est aux alentours de 60% de la dépense publique totale, quand nous, on est à 25 ou 30%. Et faire en sorte que notre dépense soit efficace parce que concentrée dans les mains d'un tel ou de tel autre. Nous, quand on prend l'environnement, grand enjeu du moment, l'État a créé des agences dans tous les sens qui sont en pilotage automatique total sur lesquelles personne n'a la main. Il y a encore des bouts de compétences qui sont dans les administrations de l'État. Donc au sein de l'État, vous avez déjà un joli maquis. Une partie des questions environnementales sont traitées par les départements et les régions. Un millefeuille de compétences. Et donc on voit bien que là-dessus, il faut qu'on simplifie les choses et qu'on se pose la question comment on le fait au mieux. Est-ce que vous pensez que la biodiversité peut être gérée à partir de bureaux à Paris? Quand moi je mène des actions en faveur de la biodiversité dans ma région, je le fais dans une relation de proximité. Quand je mène une politique pour préserver, prenons un exemple simple, l'abeille noire, qui est l'abeille locale, je le fais à travers la construction d'un programme que j'ai construit avec les apiculteurs et dans lesquels on peut bâtir des modèles qui puissent fonctionner parce que bâtis sur une relation directe. Donc il y a des compétences qui doivent passer sous giron des régions, faire basculer des compétences, les gestions, les financements avec, hein, on imagine. Oh, bien sûr. En matière d'emploi notamment, c'est un enjeu en matière d'emploi et de formation comme une arme pour faire baisser le chômage, on en parlait tout à l'heure, mais pour faire baisser le chômage concrètement, en fait, d'être au plus près de l'adéquation entre les offres et la formation. Oui, c'est un sujet clé. Il faut qu'on nous donne au moins la possibilité d'expérimenter l'idée que nous prenions la main sur ceux qui sont en relation directe avec les demandeurs d'emploi. Nous avons la quasi-totalité de la chaîne sur ce sujet-là, sur lequel on est un des acteurs. On est la région est l'acteur qui finance le développement des PME. Oui. La région s'occupe de formation des demandeurs d'emploi. La région gère les lycées. La région gère désormais l'orientation. Oui. Bien. Alors, on nous a enlevé l'apprentissage, qui est une grave erreur. Et on a cette question-là. Faire en sorte qu'à travers une GPEC bien menée, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on puisse bâtir des modèles de formation, d'aller chercher les demandeurs d'emploi, de bâtir des programmes par bassin d'emploi en fonction de problématiques, de mobilité, etc. Et ce que nous demandons, c'est un pilotage unique. On est dans un schéma où vous avez des dizaines d'acteurs, où personne ne peut dire c'est moi le patron du camion, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est moi qui tiens le volant, quoi. Et c'est ça dont on a besoin. Et donc nous voulons l'expérimenter. L'Aquitaine, la Normandie, la région Centre-Val de Loire, par exemple, l'ont demandé. Alors, je voudrais, sur les quelques instants qui nous restent, venir avec vous sur, évidemment, le dossier Lubrizol, l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. C'était il y a un mois. On en est où en termes de... Bon, encore des enquêtes en cours. On en est où du côté des indemnisations, notamment des producteurs? Quelles conséquences est-ce qu'on peut déjà chiffrer globalement l'impact? Il y a deux impacts majeurs. Le monde agricole. Oui. Trois, pardon. Le monde agricole, le monde du commerce et du tourisme. Et du tourisme, tout à fait. À Rouen. Et enfin, il y a le monde de l'économie et notamment des sous-traitants de Lubrizol, puisque Lubrizol était un acteur industriel important. Et donc, sur ces trois sujets-là, sur l'agriculture, la région a annoncé des avances à hauteur de 5 millions d'euros pour aider le monde agricole, en sachant que ça a été déclenché en amont plutôt que le fonds de solidarité. On vient de dire aux commerçants et aux artisans de Rouen et de l'agglomération rouennaise s'il y a des sujets, parce que tout ça arrive après les gilets jaunes. Donc ça veut dire que c'est la deuxième vague. Bien. Donc là aussi, on mettra en place un dispositif, mais sur tout ça, ce que nous disons, c'est que c'est Lubrizol ou les assurances qui doivent payer in fine, non pas le contribuable. Et puis il y a le troisième sujet qui est les sous-traitants de Lubrizol, sur lesquels là aussi l'État a annoncé qu'il serait là pour intervenir. Et globalement, on a enfin un dernier sujet qui, lui, plus transversal, c'est retrouver un message positif pour Rouen, pour la métropole rouennaise,
rebâtir un schéma d'attractivité, de rayonnement, et qu'on n'associe pas éternellement Rouen aux fumées que vous nous montriez il y a quelques instants. Oui, tout à fait. Et donc là, dès demain matin, je reçois par exemple tous les acteurs économiques pour voir avec eux comment on rebâtit en quelque sorte un schéma dans lequel on est allé au fond de la piscine et on met un coup de pied pour on relancer l'attractivité de toute une zone. Là, par rapport... Bon, Mais ceci dit, il faut aussi que l'État, j'espère que les commissions d'enquête parlementaires nous y aideront, sont en cours, qui est vraiment un enseignement, des enseignements tirés, parce que très franchement, on n'est pas, je ne parle pas pour la Normandie, je parle pour la France entière, on n'est absolument pas préparé à une grande catastrophe industrielle. Il y a toute une série d'enseignements à tirer. Parce que clairement, on est encore souvent sur des schémas du XXe siècle quand on est au XXIe siècle, sur toute une série de modalités d'information. Les chaînes d'intervention, de communication justement, et je terminerai avec ceci. On a du mal à se positionner. On a beaucoup fait la critique de la communication et justement des réactions et de la place de l'exécutif après cet événement. Là, est-ce que c'est un moyen de répondre à la défiance ou un pansement sur une jambe de bois que cette enquête de santé auprès de la population, sans prélèvement sanguin dans l'immédiat, on fait quoi, du porte-à-porte? Non. Enfin, moi, le gouvernement est en train de préparer, Édouard Philippe était à Rouen vendredi dernier, il faut que ce soit quelque chose de très sérieux, de très fondé. Donc là, il y a une analyse très précise de qu'est-ce qu'on doit chercher, comment on doit le faire, attend beaucoup de réponses encore, Donc, il y a un plan. Moi, c'est une de mes grandes demandes. Il faut qu'il y ait deux choses. Une enquête, un plan, une étude épidémiologique extrêmement sérieuse et solide sur le long terme et le très long terme. Et un suivi sanitaire des populations qui ont été les plus exposées à Lubrizol. Je pense par exemple aux policiers, aux pompiers, etc. Et donc il y a ces deux travaux qui doivent être menés. Et il ne faut pas dire, les gens ont été hyper inquiets, c'est un vrai traumatisme. Et donc ça, c'est absolument indispensable. Mais il faut aussi faire en sorte que ça soit fait sérieusement. Et donc laissons le temps de quelques semaines, s'il le faut, pour que ce plan et cette étude épidémiologique soient sérieusement fondée et construite. Merci Hervé Morin d'avoir été l'invité de la grande interview dans Ecorama. Merci. Merci.